Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Chrysler Pacifica Limited de 2017. Les amis, aujourd'hui, le test d'un véhicule dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler, alors qu'il est vendu par Stellantis. Donc, aujourd'hui, si je peux vous présenter ce véhicule rarissime, c'est de nouveau grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à venir depuis la Suisse afin de me proposer cette rareté. Donc les amis, vous connaissez tous forcément la marque américaine Chrysler, ou en français Chrysler. Donc, cette marque était distribuée en France jusqu'à il y a peut-être une quinzaine d'années. Et au fil du temps, ça n'a plus vraiment été distribué, ou alors les voitures de chez Chrysler étaient vendues sous d'autres marques. Par exemple, Lancia a pendant quelques années vendu des équivalents de la 300C et également du Chrysler Voyager. Nous avions à l'époque le Lancia Voyager. Et donc, cette Chrysler Pacifica, c'est tout simplement la descendance du Voyager. D'ailleurs, aux États-Unis, le modèle que je vous présente actuellement est distribué sur différentes finitions et la finition entrée de gamme est encore appelée le Voyager. Mais vous l'avez compris, cette version, donc le Chrysler Pacifica, n'a jamais été distribuée en Europe par Stellantis. C'est un véhicule qui actuellement est construit, assemblé au Canada et il est distribué essentiellement en Amérique du Nord. Donc comme je vous l'ai dit, cette voiture vient actuellement de Suisse, mais n'allez pas croire que ce modèle est distribué par Stellantis là-bas. Ce n'est pas le cas du tout. Cette voiture a été importée depuis les États-Unis jusqu'en Suisse par un importateur. En France, ce serait théoriquement faisable d'importer de la même façon ce véhicule, mais avec les taxes qu'on a actuellement sur ce genre de machine, le tarif serait absolument délirant. On serait au minimum à 100 000 €, voire peut-être même bien plus. Donc aujourd'hui, profitons de cette rareté qui n'a jamais été vendue chez nous. Je vais déjà vous la décrire et on va faire à peu près le même parcours qu'habituellement. Donc, on est sur le Pacifica en édition Limited. Sachez que la version Limited, c'était une version haut de gamme. Quasiment tout le catalogue d'options était disponible directement dans cette finition Limited. Il n'y avait quasiment plus rien à rajouter. Donc tous les gadgets que vous verrez dans cette voiture sont d'origine, mis à part peut-être l'écran qui est ici au milieu du pare-brise, qui lui a été rajouté par le propriétaire. Donc pour ceux qui ont connu les Chrysler Voyager et les Lancia Voyager, vous voyez tout de suite dans quel genre de véhicule je suis. Je suis à mi-chemin entre un très grand monospace et carrément une camionnette utilitaire. C'est maintenant vendu comme un SUV familial. Franchement, c'est un véhicule qui est assez imposant, mais je trouve qu'ils ont réussi au niveau du look à garder une finition qui ne fait pas justement utilitaire, c'est pas brut, c'est plutôt haut de gamme quand on le regarde. Il y a beaucoup de chrome. Aujourd'hui, il est en couleur bleu pailleté. La couleur est très sympa lorsqu'on regarde la peinture au soleil. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et comme on pouvait s'y attendre d'un véhicule de ce genre, on a énormément de place. C'est un véhicule qui mesure 5,20 m de long. Il est très très haut, il fait plus de 2 mètres. Et vous avez 7 places dans celui-ci. À savoir qu'il y avait même une finition qui permettait d'aller jusqu'à 8 places. C'est un véhicule assez lourd, il pèse à peu près 2 tonnes. Et ça, bien sûr, sans les passagers, sans le plein. Donc c'est un véhicule vraiment lourd. Et c'est lourd déjà par la taille et la conception du véhicule, mais aussi parce qu'on a un gros moteur. C'est quand même un véhicule américain. Donc dedans, on a un V6, 3,6 litres. Celui-ci développe 290 chevaux, ce qui est quand même vraiment pas mal.
Et ce véhicule est en traction. On pouvait l'avoir en 4 roues motrices, mais aujourd'hui, on a uniquement les roues avant qui sont entraînées par le moteur. Vu qu'il s'agit d'un véhicule américain, vous pouvez vous en douter, la transmission est automatique. On a une boîte de chez ZF à 9 rapports et pour l'instant, je suis en agglomération et les passages de vitesse sont très fluides. Je ne vais pas dire imperceptibles, mais c'est pas violent du tout. Et comme on peut s'y attendre d'un véhicule américain, à conduire, c'est très facile. La direction assistée est extrêmement assistée. C'est assez flou dans la direction, sans être pour l'instant gênant lorsque je roule à basse vitesse. Et surtout, dès les premiers tours de roue, on sent bien que les suspensions sont extrêmement molles. Il m'est déjà arrivé pour l'instant de prendre quelques petites bosses et tout de suite on sent le véhicule qui rebondit. Ça c'est typique des véhicules américains. Les suspensions là-bas sont toujours extrêmement souples par rapport à ce qu'on a nous en Europe. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur la finition Limited qui est une finition haut de gamme. Et à l'intérieur, on est tout de suite vraiment dans un petit cocon en fait. Toute la sellerie est en cuir blanc beige. Voyez que d'ailleurs on a la même finition de siège que ce soit sur les 2 places à l'avant, les 2 places au milieu ou carrément sur la banquette arrière. Je rappelle que c'est un véhicule 7 places. Il n'y a absolument aucun élément un peu sport, on n'est pas du tout dans cette ambiance, c'est un véhicule familial pratique. Donc les sièges sont confortables mais j'ai aucun maintien latéral. Par contre, ce qui est sympa, c'est que sur la deuxième rangée, on a des accoudoirs. Donc finalement, on est mieux maintenu derrière que lorsqu'on conduit. Bon, je vous l'ai dit, hein, le moteur est un V6, mais alors pour l'instant, je n'entends strictement rien. La seule chose que j'entends à l'intérieur de ce véhicule, c'est la clim. Parce que aujourd'hui, on est en été. En plus, c'est un véhicule qui a un très grand espace vitré. Donc, j'ai mis la clim presque à fond. Tout simplement pour que mes caméras ne surchauffent pas. Donc je suis désolé si vous entendez peut-être un peu de bruit de ventilation. C'est clairement de ma faute. Je ne peux pas me permettre de mettre moins de ventilation, sinon les caméras vont surchauffer. Donc c'est un véhicule assez long, imposant. Pour l'instant, ça ne me pose pas vraiment de problème. Il y a des angles morts néanmoins, lorsqu'on prend les infos, là vous voyez que les montants sont assez balèzes, mais il y a une petite custode, donc on a quand même un peu de visibilité supplémentaire. Quand on regarde vers l'arrière, forcément les sièges peuvent faire des angles morts. On a aussi l'encadrement arrière du coffre qui fait un angle mort, mais on arrive à s'en sortir facilement car les rétros sont très bien placés. Même le rétro intérieur finalement me donne beaucoup d'informations. Et là, vous voyez que je suis dans un rond-point, je veux me retourner. Prendre les infos n'est pas si compliqué que ça. Je m'attendais à pire venant d'un véhicule de ce genre. De nouveau, dans la finition Limited, vous voyez qu'on a donc un toit ouvrant vitré qui est énorme. Celui-ci est totalement motorisé, hein. Vous avez juste un bouton. Vous pouvez l'ouvrir juste pour avoir de la lumière. Vous pouvez l'ouvrir complètement pour que l'air puisse rentrer. Et vous avez aussi un volet occultant si nécessaire. Et pour les passagers qui seraient carrément à l'arrière, on a un deuxième toit vitré. Franchement, au niveau de la luminosité à l'intérieur, c'est vraiment très bien. Et pour ceux qui trouveraient qu'il y en a un peu trop, comme je vous l'ai dit, le toit, on peut l'occulter. Et vous avez même sur les vitres arrière des petits rideaux. Comme ça, vous pouvez avoir moins de soleil si vous êtes vraiment en train de cuire. Alors ici, je sors de l'agglomération, je vais essayer de faire une première accélération. J'accélère un peu fort. Je mets même pied au plancher. C'est hyper surprenant car quand on appuie au fur et à mesure, il ne se passe pas grand chose. Hein, c'est pas du tout une sensation de précision sport, rien à voir avec ça, c'est plutôt mou. Et d'un seul coup, la boîte de vitesse se dit « Ah d'accord, il veut vraiment des perfs ». Il nous baisse de 2 ou 3 rapports d'un coup et boum, ça prend des tours, la sonorité devient beaucoup plus sympa et ça reste toujours extrêmement tranquille. Il n'y a pas de coup de pied au cul, il n'y a pas d'exubérance, il n'y a pas d'accélération brutale, mais on voit bien le compteur qui s'affole
et ça prend de la vitesse. C'est réellement performant. C'est hyper confortable, c'est très très aseptisé. Franchement, je peux comprendre que ce genre de véhicule aux États-Unis soit plébiscité par les familles. Bon d'ailleurs les amis, bien que ce ne soit pas un véhicule sport, vous l'avez entendu, on a quand même un gros moteur, du moins gros par rapport à nos standards européens. Donc on va faire une petite accélération, voir comment ça se comporte. Donc je laisse la boîte faire son office, je mets juste pied au plancher. Je rappelle que ça fait 290 chevaux pour 2 tonnes. C'est parti, pied au plancher. Allez, ça monte à 5, 6000 tours. Et 100. Donc c'est lourd, hein. Faut pas s'attendre non plus à des performances hallucinantes. Mais pour un véhicule de ce genre, c'est quand même très 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 bon. Maintenant, je vais profiter d'être ici, comme d'habitude, pour faire un petit demi-tour. On va vérifier si ça braque bien. Donc, je braque à fond. Comme je vous l'ai dit, la direction assistée est ultra assistée. Et finalement, ça a l'air de braquer très très bien. J'ai même pas besoin de remanœuvrer alors que le véhicule fait plus de 5 mètres. Franchement, je suis bluffé. C'est hallucinant. On tourne quasiment sur soi-même. Maintenant, je vais faire une petite marche arrière. Donc forcément, on a une caméra de recul. On voit très bien dans les rétros. Je vois que les rétros d'ailleurs se sont un peu redescendus pour que je vois bien où mes pneus vont sur le côté. Alors, si on se retourne, forcément, la voiture est tellement longue que c'est pas super facile. On voit mieux dans le rétro. Ouais, bah de nouveau, c'est très 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 bon. Maintenant, on va refaire une accélération et ensuite je vais tester le freinage. Donc de nouveau, je laisse la boîte faire son office. Je le redis encore, 290 chevaux pour ce V6 3,6 litres et la voiture pèse un peu plus de 2 tonnes. Allez, c'est parti, pied au plancher. 50, 80 et 100. Maintenant, je ralentis. Très 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 surpris par le freinage. De nouveau, la voiture est très lourde, mais le freinage est vraiment efficace. Moi, vous le savez, hein, je fais toujours des comparaisons aux véhicules sport parce que c'est ce que j'ai le plus l'habitude de tester. Donc là, lorsqu'on appuie sur la pédale, on n'a pas une précision vraiment sur le freinage. On appuie et si on a besoin de plus de mordant, forcément on appuie plus fort, ça freine plus fort. Mais on sent que c'est assisté comme freinage. Il faut finalement se reposer sur la mécanique, on laisse faire, on appuie fort et la voiture finira par s'arrêter sans difficulté. Vous voyez donc qu'on a des disques relativement gros, on les voit à travers les jantes. D'ailleurs, ce sont des jantes de 20 pouces. C'était une option, c'était directement dans la finition limited, mais sinon c'était en option pour les autres finitions. Là, on a des grosses jantes en 20 pouces et les pneus sont aussi assez balèzes, vu qu'on a du 235 en 20 pouces ou 245, j'avoue, je me souviens plus. Enfin, c'est du 20 pouces, donc c'est quand même assez gros et ça va bien avec le véhicule vu que celui-ci est quand même d'une taille impressionnante. Allez, ici, je réaccélère. Et vous voyez, là, j'accélère qu'à mi-course. Ça prend de la vitesse, ça accélère, mais de nouveau, très suave, pas de brutalité. Bon, forcément, c'est un véhicule américain, donc je sais que la plupart d'entre vous vont soupçonner que la finition est mauvaise, vu que c'est cet a priori qu'on a sur les véhicules qui sont construits là-bas. Et finalement, je trouve que la finition n'est pas si mal que ça. Ça ressemble quand même pas mal à du Peugeot sur certaines pièces. Je trouve que le tableau de bord ressemble beaucoup. C'est un tableau de bord assez moussé, en finition noire, plutôt agréable au toucher. On a par contre l'intérieur, les portes, c'est avec du plastique pareil, un tout petit peu moussé, en finition blanche, la même couleur que les sièges. Ça va bien, franchement, il n'y a rien de désagréable au toucher. On a aussi un petit peu de plastique laqué sur le bas de la console centrale. Même le volant est en biton. On a un cerclage noir et l'intérieur en crème. Franchement, c'est plutôt agréable.
Rien ne fait toc, mais on sent bien qu'on n'est pas non plus dans un véhicule de luxe, vous l'aurez compris. Concernant l'infodivertissement, c'est un véhicule moderne. On a un tableau de bord déjà avec 2 compteurs à aiguille, ça j'aime beaucoup. On a la vitesse et le compte autour. Au milieu de ça, un écran couleur qui nous indique tout ce qu'on a envie de savoir, notre vitesse, la consommation instantanée, moyenne, la jauge de carburant, la température du liquide de refroidissement, l'horloge, la température. Et puis vous pouvez bien sûr faire défiler toutes les infos si nécessaire. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Et au milieu de la console centrale, on a un écran comment dire, je le trouve relativement petit par rapport à ce qui se fait maintenant en 2025, mais il a une bonne finition, une bonne résolution. Ça fait pas vieillot et surtout les fonctions, quand on navigue dans les menus, c'est fluide. On peut retrouver bien sûr tout ce qui gère la climatisation, les sièges chauffants ou les sièges ventilés, car sur ce véhicule, les sièges peuvent être aussi ventilés, ça c'est vraiment pas mal. On a tous les réglages possibles et imaginables. On a aussi accès à des applications. Et vous pouvez même avoir la navigation et la gestion des écrans qui sont derrière. Car vous allez le voir, dans les appuis-têtes, enfin derrière moi, on a des écrans afin que les enfants derrière puissent les utiliser pour regarder des films, vu qu'il y a un lecteur Blu-ray dans la console centrale. Et ils peuvent aussi, via les différentes applications qui sont dans ces écrans, jouer à des petits jeux vidéo. Franchement, ça marche plutôt bien. Vous voyez que les écrans ont été utilisés par des enfants et sont encore parfaitement fonctionnels. Donc la qualité semble au rendez-vous. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai bien sûr voulu tester les sièges derrière. Je vous montre ce que j'en ai pensé lorsque j'y étais. Donc déjà pour monter à la place arrière, il y a forcément une marche parce que c'est un véhicule un peu connoté SUV quand même, c'est assez haut. On a une poignée pour se maintenir, donc ça c'est déjà très bien. Et on peut rentrer très facilement, il y a énormément de place. Et vous voyez que sur la deuxième rangée, on a donc 2 sièges en cuir, même finition qu'à l'avant. On a des accoudoirs et en plus cette petite tablette qui intègre un écran. On a des haut-parleurs, une télécommande, port HDMI, port USB. Franchement, que demander de plus? On a le toit ouvrant juste ici. On a la gestion de la climatisation qui est à notre disposition là. Les aérations. Franchement, c'est à se demander si on n'est pas mieux à l'arrière qu'à l'avant dans cette voiture. C'est presque une voiture avec chauffeur. Donc là, sur cette deuxième rangée, on est parfaitement bien assis. Les sièges sont confortables et en plus, ils peuvent être chauffés si nécessaire. Donc franchement, c'est très bien. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur la 3e rangée de sièges. Donc premièrement, pour atteindre cette rangée de sièges, il nous suffit de tirer là-dessus et on a tout le siège qui bascule pour nous laisser rentrer plus facilement. Je me mets au fond et finalement ce qui surprend, c'est on s'attendrait à avoir une banquette un peu inconfortable et en fait non, on est très bien. Je peux même régler électriquement via ce bouton l'inclinaison du dossier, vous voyez. C'est impeccable. On peut bien sûr faire la même chose de l'autre côté. On a des appuis-têtes, on a un toit vitré. On peut l'occulter si nécessaire, si jamais il fait trop chaud. Il y a des pare-soleil, on a des prises USB, porte-gobelets. Franchement, de nouveau, les places arrière, même sur la 3e rangée, ne sont pas du tout des places d'appoint. On est sur des places qui peuvent accueillir des adultes. Alors peut-être pas 3 de mon gabarit à l'arrière, mais 2 sans aucun problème. Là, vous voyez que le siège devant moi est quand même très reculé, mais j'ai de la place.
j'ai de la place pour mes jambes, j'ai de la place au toit. Moi, vous savez que je suis obèse, hein, je suis un peu gabarit américain, même si je fais pas 2 mètres. Et franchement, les places sont super agréables, super confortables. C'est bluffant. On a aussi de nouveau des ventilations ici. On a de l'éclairage. Je ne sais même pas ce que je pourrais reprocher à cet intérieur, hein. C'est peut-être si un vide-poche juste ici, et encore, on est vraiment très très bien accueilli, que ce soit devant, au milieu ou derrière, il n'y a vraiment pas de problème. Et vous avez dû peut-être remarquer que sur le côté gauche, on a dans le montant, juste ici, un aspirateur. Ça, c'est hallucinant. Alors ici, nous arrivons sur un dos d'âne. Je ralentis à 30 km/h. Et comme je vous le disais, vous devez le voir, hein, c'est très très bateau, hein. Les suspensions s'enfoncent énormément. Il y a pas mal de débattements. Là, j'arrive de nouveau sur un dos d'âne. Pareil, je suis à 30, 35. C'est confort. C'est vraiment fait pour le confort. Là, je vais essayer de le prendre un tout petit peu plus vite. Là, je vais être à environ 40, un petit peu moins de 40. Alors, ça se passe comment? Ouais, franchement, pour le conducteur, c'est transparent, hein. Je pourrais être presque à 45, que je sentirais à peine les deux d'âne. On sent que la voiture bouge un peu, mais c'est très très confortable. Je pense que pour ceux qui sont juste derrière moi sur la rangée du milieu, ça restera confortable. Par contre, pour ceux qui sont tout au bout, il vaut mieux ralentir un peu. On sent bien que sinon, il va y avoir du débattement et que ça va être un peu inconfortable pour ceux qui sont derrière. Mais la voiture en elle-même est vraiment taillée pour être à l'américaine, donc selon mes critères, un petit bateau. C'est vraiment, vraiment taillé pour le confort. Ici d'ailleurs, j'arrive dans une succession de virages. Voyons ce que ça donne si j'essaie d'accélérer un peu. Après, vous savez hein, que c'est pas un véhicule de sport, loin de là. Premier virage à assez vive allure. Ça prend énormément de roulis. Je freine un bon coup. Ouais, bon, je suis obligé de ralentir parce que devant moi, les gens ne suivent pas le même rythme que le mien. Mais même en roulant à un rythme tout à fait normal, on le sent bien qu'à chaque virage, bah déjà le siège ne nous maintient pas, les suspensions s'appuient un peu. C'est pas un véhicule conçu pour rouler vraiment vite. Il y a de la puissance pour réaccélérer lorsque c'est nécessaire en ligne droite. On a de la puissance aussi pour pouvoir tracter. Vous voyez que derrière, il y a un crochet d'attelage et je ne me souviens plus exactement de la valeur, mais je sais qu'on peut tracter une charge assez importante avec ce véhicule. C'est pour ça qu'on a de la cylindrée et de la puissance. N'allez pas croire qu'il s'agit d'un SUV familial de sport, ce n'est pas le cas. Lorsque vous irez un peu vite dans les virages, bah, je ne vais pas dire que le véhicule va être dangereux, ce n'est pas le cas, mais rien n'est là pour vous inciter à rouler fort dans ce genre de conditions. C'est pas fait pour, c'est trop lourd, c'est trop pâteau, les suspensions sont là pour le confort. Faut pas non plus abuser et espérer avoir un Urus, on en est très loin. Alors ici de nouveau la prise d'info ne pose pas de problème, je réaccélère pour suivre les autres. Ouais, aucune difficulté, hein. Je pense que j'aurais même pu accélérer un peu moins que ça pour économiser du carburant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais le moteur est bien sûr un moteur essence, mais il a comme particularité aujourd'hui d'avoir été modifié afin de pouvoir tourner également au E85. Si vous êtes dans le milieu des américaines ou tout simplement des voitures de grosse cylindrée, vous le savez, actuellement en Europe et en France, le plus rentable pour rouler avec ce genre de voiture, c'est de les passer à l'éthanol. On se retrouve avec un carburant qui ne coûte plus que 70 centimes le litre. Et là, la conso n'a vraiment plus beaucoup d'importance. D'ailleurs, sur ce modèle, la conso, lorsqu'on est stabilisé sur l'autoroute, est à environ 8,5 litres au 100, ce qui est très raisonnable. A l'inverse, si vous êtes en ville, vous pouvez facilement monter entre 15 et 20 litres au 100 si vous faites vraiment que du démarre, arrêt dans un bouchon par exemple. La consommation moyenne, je dirais qu'elle s'établit à 13-14 litres si vous utilisez quand même les performances. Mais 13-14 litres avec de l'éthanol à 70 centimes le litre,
bah, c'est pas si cher que ça, hein. Bon, forcément, c'est un grand véhicule, 7 places. On pourrait croire que comme beaucoup de véhicules de ce genre, les places de la troisième rangée sacrifient l'espace du coffre. Et en fait, il n'en est rien. Vous pouvez parfaitement être à 7 dans le véhicule et avoir encore suffisamment d'espace pour mettre les bagages pour 7 personnes. D'ailleurs, c'est actuellement ce qui arrive, c'est le cas. Les gens qui m'ont ramené cette voiture, mon abonné et sa famille, la voiture était au complet avec tous les bagages, j'ai tout filmé, vous voyez les images et tout rentre sans problème. Cette voiture est vraiment un utilitaire familial. Vous pouvez mettre énormément de choses dans le coffre, vous voyez qu'il est très profond, vous pouvez mettre plusieurs valises, il n'y a aucun problème. Et on a sur cette finition limited en plus des petits rangements un peu cachés. Vous avez par exemple dans le coffre un emplacement avec le compresseur de secours pour regonfler vos pneus. Et en dessous de ça, vous avez aussi un bac qui permet de récupérer tous les détritus que vous allez ramasser avec l'aspirateur qui est à l'arrière. Car oui, il y a bien un aspirateur et pas un petit aspirateur 12 volts d'appoint. Non, non, c'est un vrai aspirateur qui a une vraie grosse puissance et vous pouvez donc facilement passer l'aspi dans le véhicule très rapidement. C'est hyper pratique si vous avez une famille nombreuse avec des enfants. Et il y a même des rallonges afin de pouvoir nettoyer un véhicule qui serait à côté. Donc franchement, ça c'est parfait. Et voyez également que si vous voulez de l'espace, en plus, si vous n'êtes pas forcément 7 dans la voiture, eh bien vous pouvez moduler totalement l'arrière vu que tous les sièges sont rabattables dans le plancher. C'est même pas que ça crée un fond plat, non, non, c'est que le plancher est lui-même un rangement. Si vous regardez, donc vous pouvez rabattre les 2 sièges derrière et vous avez donc un emplacement réservé à ça, emplacement qui peut être utilisé comme stockage lorsque le siège est déployé, bien sûr. Et en plus de tout ça, vous pouvez également rabattre électriquement les 2 sièges de la dernière banquette et vous pouvez même le faire indépendamment l'un de l'autre. Et donc vous vous retrouvez au final avec quasiment un utilitaire. Vous avez un fond plat sur toute la longueur du véhicule. Et donc vous pouvez transporter même un canapé sans le moindre problème. Bon, maintenant les amis, on va s'engager sur l'autoroute. Allez, j'accélère un peu pour passer avant ce poids lourd. Bon, forcément, j'ai largement assez de performance. Donc sur cette voiture, il y a quand même pas mal de technologie. On a dans les rétros des indicateurs d'angle mort. On peut aussi, si on le désire, utiliser l'aide au franchissement de ligne. Et le propriétaire a rajouté un boîtier qui crée une conduite semi-autonome. Mais ça, ce n'est pas d'origine. Donc là, je suis sur l'autoroute, je suis à environ 110. Je suis à 1500 tours. Franchement, il y a assez peu de bruit. De nouveau, ce que j'entends le plus, c'est la ventilation, parce que j'ai la clim. On est assez haut dans le véhicule, donc je domine bien, je vois parfaitement bien ce qui m'entoure. C'est vraiment un véhicule qui peut s'envisager sur de très très longs trajets sans le moindre problème. Bon, allez, sortons de l'autoroute. De toute façon, vous l'avez compris, hein, ce véhicule est parfaitement à l'aise sur ce genre de voie. Il n'y a aucune difficulté. On a bien sûr, si nécessaire, un régulateur de vitesse. On a même un régulateur de vitesse adaptatif, vu que devant le véhicule, on a un radar. Bon, je vais revenir un peu sur l'esthétique de ce véhicule, car finalement, on en a assez peu parlé. Je trouve que sur cette Pacifica, ils ont quand même bien modernisé le véhicule. Il est beaucoup plus contemporain que si on regarde, par exemple, les anciennes Lancia Voyager qui étaient vendues chez nous, qui étaient des Chrysler rebadgés Lancia, je le rappelle. Là, on est vraiment sur un véhicule beaucoup plus moderne. Et il faut savoir d'ailleurs que ce véhicule est toujours en vente actuellement en Amérique du Nord, même s'il y a eu des différences, parce que maintenant, là-bas, c'est une phase 2. Là, ce que je vous présente, c'est la phase 1. Et voyez donc que sur cette phase 1, l'éclairage est essentiellement avec des optiques xénon. Et on a quelques aspects LED sur les côtés ainsi qu'à l'arrière. Et
Un petit détail qui trahit de nouveau qu'il s'agit d'un véhicule américain. Vous voyez que les clignotants à l'arrière sont rouges. Et on a aussi des lumières de gabarit dans les ailes devant et derrière. Donc derrière, elles sont rouges, devant, elles sont oranges. Donc on a parlé du rangement principal, le coffre qui peut être étendu à quasiment les 3/4 du véhicule, vous l'aurez compris. On a aussi disséminé un peu partout quelques rangements à l'intérieur. Déjà, il y a quelques vides-poches dans les portes devant. On a par contre une toute petite boîte à gants, ça c'est assez surprenant, elle est vraiment minuscule. Et les autres rangements sont dans la console centrale ou dans son prolongement. On a en bas ici un espèce de tiroir qui s'ouvre où on peut mettre des pièces, c'est assez profond, franchement c'est pas mal. Tout en bas, quasiment au niveau du plancher, on a une prise USB ainsi qu'une prise 12 volts et aussi de quoi mettre quelques babioles. Et d'ailleurs, dans le plastique, à cet endroit-là, on a un petit dessin qui montre toutes les générations qu'il y a eu sur ce Voyager. Et ensuite, le rangement suivant est juste au milieu. On a un énorme porte-gobelet, bien sûr, hein, c'est un véhicule américain. Et dans le prolongement, on a également un rangement qui s'ouvre. Et savoir que le même rangement peut être utilisé par les personnes qui sont dans le deuxième rang afin d'atteindre directement quelques bricoles. Franchement, il y a de la place. Un petit détail aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup de boutons qui sont directement mis au niveau du plafonnier. On a déjà des boutons sur le pare-soleil, c'est pour ouvrir votre porte de garage quand c'est nécessaire. On peut enregistrer jusqu'à 3 portes. On a également de quoi gérer le toit ouvrant. On a de quoi ranger une paire de lunettes. Un petit miroir qui nous permet de bien visualiser ce que font les personnes ou les enfants derrière. Finalement, ce véhicule est plutôt bien pensé. Pour un véhicule familial, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Sachez qu'actuellement, aux États-Unis et au Canada, un véhicule comme celui-ci, donc un modèle 2025 en édition limited, ça vaut environ 50 000 $. Donc même si le calcul n'est pas tout à fait exact, comptez environ 50 000 €. Mais ça, c'est sans prendre les coûts d'importation, la TVA et aussi les malus écologiques que vous allez avoir si vous importez un véhicule comme ça. Donc finalement, je comprends que quasiment personne en France ne fasse venir ce genre de véhicule, car actuellement, ça coûterait quasiment 150 000 € si vous en voulez un neuf. C'est du délire, c'est clairement du délire. Et pourtant, il existe une version hybride de cette voiture qui théoriquement devrait rentrer dans les critères, mais je sais que la version hybride est toujours avec le même V6 3,6 litres, donc peut-être que malgré l'hybridation, ça pollue encore trop. Enfin, quand je dis pollue, ça émet trop de CO2, parce que je rappelle que le CO2 n'est pas un gaz polluant, c'est un gaz à effet de serre, ce qui n'a rien à voir. Enfin, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi ce véhicule n'est quasiment pas présent sur nos routes. J'ai vu qu'il y a une ou deux annonces en France pour un véhicule de ce genre, et les tarifs sont extrêmement divergents en fonction de l'année. Car si vous avez un modèle un peu ancien, il n'y avait pas autant de taxes et de nuisances lors des importations. Donc vous pouvez en trouver parfois d'occasion aux alentours des 30-40 000 €. Tout comme si vous en voulez un quasi neuf, comme je vous ai dit, ça sera dans les 100 000 €, voire même plus. Donc voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce Chrysler Pacifica Limited de 2017 qui n'a jamais été vendu en France. Si vous avez des questions concernant ce modèle, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Et n'hésitez pas, si vous avez déjà utilisé ce véhicule parce que vous vivez en Amérique du Nord, peut-être que vous êtes canadien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce véhicule. Dites-nous également ce que vous en pensez si vous l'utilisez dans une autre finition, car je sais que là on est sur la Limited, c'est la plus haut de gamme, mais il semblerait que les finitions entre guillemets bas de gamme soient beaucoup moins bien équipées. Donc vous pouvez nous raconter tout ça dans les commentaires.
Moi, je tiens de nouveau à remercier mon abonné d'avoir fait énormément de routes afin que je puisse vous présenter ce véhicule. Je rappelle que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si je peux vous présenter des véhicules aussi rares, c'est intégralement grâce à vous. Donc si vous avez des voitures, motos, trike, quad, n'importe quoi d'un peu atypique et que vous voudriez que j'en fasse le test sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Comme d'habitude, si ce test vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, partagez-le sur les différents réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vu que vous l'avez compris, je teste quand même très régulièrement une grande variété de véhicules, motos, voitures, et il n'y a pas que ça, il y a aussi des ordinateurs, des vélos, des lampes, enfin il y a de tout. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à bientôt et à tous. Lorsque je me suis mis derrière, j'ai tout de suite envisagé que les meilleures places étaient finalement celles de derrière et pas celles du conducteur. Et bien après le test, je confirme. Je trouve qu'à conduire sans être désagréable, ça reste une voiture classique. Il n'y a pas réellement de plaisir de conduite avec ce genre de véhicule. Je m'imagine bien par contre à l'arrière, en train de regarder un petit film tranquillement avec mon casque. Je pense que là, on est bien.